Nous avons invité plusieurs personnes à échanger en direct avec Franck Chauvin. On va faire ça dans un premier temps et dans un deuxième temps, c'est la salle qui l'interrogera. Alors, le rapport, effectivement, fait appel à de très nombreuses contributions, notamment celles des collectivités. C'est la raison pour laquelle Josie Chambon va l'interroger, réagir en direct. La raison pour laquelle Michel Rubirola, que je remercie, qui est médecin, première adjointe au maire de Marseille et en charge de la santé, l'interrogera également. Pascal Auquier, au titre de son rôle d'enseignant-chercheur dans notre région en santé publique, aussi est invité à réagir. Je voulais remercier aussi Patricia Granet, qui est maire de la ville de Digne-les-Bains, qui interviendra cet après-midi, mais qui est arrivée. Bonjour Patricia, aussi à réagir. Et l'ensemble des collectivités, je vois Aix présente, etc. N'hésitez pas tous, bien évidemment, à préparer votre question après les échanges en direct. Je me suis assez attachée à ce qui concernait les collectivités territoriales, puisque je suis en charge des politiques de santé à la ville de Marseille. Bon, je voulais d'abord dire que j'étais bien sûr en accord avec les constats qui sont développés dans ce rapport, notamment sur l'analyse de la crise Covid, qu'on a subi de plein fouet en étant aux manettes de la ville de Marseille. Et on a vu vraiment la faiblesse de la santé publique en France dans les divers aspects, que ce soit son organisation territoriale, d'expertise et de système d'information. Je suis d'accord, bien sûr, avec les 4 piliers qui ont été évoqués, notamment cette notion d'équité qui veut dire donner plus à ceux qui ont le plus besoin pour que finalement tout le monde se retrouve dans un système égalitaire. Et c'est vrai ce à quoi on est confronté à la ville de Marseille face aux inégalités criantes, inégalités territoriales en santé qui sont vraiment criantes avec cette disparité nord-sud, mais pas que nord-sud, puisque dans certains, on va dire, quartiers populaires qui malheureusement ne bénéficient pas de tout ce qu'on voudrait sur le plan de santé. Et ensuite, bien sûr, en ce qui concerne la démocratie sanitaire, pour lequel je suis tout à fait d'accord avec ce concept-là, puisque la ville de Marseille a mis en place un conseil communal de santé qui l'accompagne dans l'élaboration des politiques publiques, et que ce conseil communal de santé, qui est une commission paramunicipale, qui est le premier qui a été créé en France, se compose de 4 collèges, un collège de professions médicales et médico-sociales, un collège de chercheurs, un collège d'associatifs et de citoyens. Donc c'est vrai que c'est avec eux, pour eux et ensemble, qu'on travaille sur des politiques de santé qui vont être mises en place quand ça peut dépendre de nous et qui peuvent être proposées aussi à l'échelon supérieur. Que vous dire de plus? Il y a des choses qui marchent dans ce qui se passe, les outils qui nous ont été donnés, mais qui ont été abandonnés. Je vais d'abord parler des systèmes, les services communaux d'hygiène et de sécurité, qui sont une compétence obligatoire pour les villes. Donc la ville de Marseille a un service communal d'hygiène et de sécurité. Ce service communal d'hygiène et de sécurité, il a été délaissé, donc il bénéficie d'une dotation de l'État qui est de 2,8 millions, j'ai noté, et qui n'a pas été réévaluée depuis plus de 10 ans. Et cette dotation est la plus faible en France si on la rapporte au nombre d'habitants de la commune de Marseille. Donc c'est vrai que c'est un outil important qu'il ne faut pas abandonner et dont il faut tenir compte. Il y avait aussi, pour travailler, les ateliers santé-ville. Atelier santé-ville qui était vraiment un organe de travail où on rencontrait les acteurs de terrain, la population, et certaines personnes qui pouvaient travailler avec les décideurs. Ces ateliers santé-ville, Marseille en avait nettement moins que d'autres villes, puisque Lyon en avait 1 par arrondissement, et nous, on en avait 2. Ont été enlevés de la gestion par la ville de Marseille, ont été transférés à la métropole, et depuis, cet outil ne fonctionne plus. Il n'y a plus qu'une personne qui est dédiée aux ateliers santé-ville. Or, pour nous, c'est impératif que c'est de récupérer la gestion de ces ateliers santé-ville pour qu'on puisse à nouveau travailler avec la population pour proposer des politiques de santé publique efficaces. Autre chose, le contrat local de santé. Quand on dit qu'il faut qu'on travaille ensemble, collectivité territoriale, ARS et tout ça. Le contrat local de santé de la ville de Marseille, on va le relancer. On finit le 3, je voudrais relancer le 4. Déjà le 3,
il ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de pilotage, on n'a pas les moyens. Alors oui, la ville de Marseille est volontariste. Oui, la ville de Marseille est impliquée. Mais quels moyens pouvez-vous nous donner pour qu'on puisse travailler efficacement? Alors bien sûr, ce que je pourrais vous proposer, c'est que, pourquoi pas, à l'échelle de certaines villes, de doter, qui est vraiment un ordre donné et des moyens donnés au niveau de l'État à ces villes-là de se doter d'un véritable service de santé publique qui pourrait justement mettre en place, proposer et travailler sur des politiques de santé efficaces. On l'a vu pour la crise de la Covid. Ce qui s'est impliqué localement, c'est les villes, c'est les acteurs sociaux. On a su se réunir, on a su travailler ensemble. S'il n'y avait pas eu le bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille pour organiser ces grands centres de vaccination, pour aller vacciner les plus pauvres dans les EHPAD, dans les squats, dans certaines EHPAD, dans les squats, dans les CCAS, comment aurions pu nous prendre en charge toutes ces populations? Oui, quand on parle d'équité, on veut bien sûr nous impliquer, mais avec des moyens. Et les collectivités territoriales manquent cruellement de moyens. C'était ce que je voulais vous dire en premier. Merci, monsieur. Madame Chambon. Eh bien oui, écoutez, merci. Après cet exposé, moi, ce que je retiens surtout, effectivement, on vient d'en parler, c'est l'inégalité de l'accès aux soins. Et la région vraiment prend ce problème en plein cœur et se débrouille, puisque jusqu'à maintenant, pourquoi de toute façon, il n'y a que les habitants des grandes villes, et encore, qui ont accès aux soins et qui y vont facilement. Donc, si je fais le compte à peu près, je pense qu'à la fin du mandat, on sera à une centaine de créations de maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux, bien sûr, mais pour aider la population des villes. Par exemple, je suis adjoint au maire de Toulon et j'ai créé en plein centre de Toulon une maison de l'étudiant. Dans cette maison de l'étudiant, ce sont tous les étudiants, mais pas que, tous les jeunes qui veulent venir de façon anonyme, vous voyez, qui soient pas reconnus dans leur université, qu'on les marque pas à la culotte parce qu'ils sont allés consulter le médecin de la fac, le médecin de ceci. Donc ils viennent là, il y a quelques permanences. Qu'est-ce qu'ils font? Ben on leur consulte, mais on oriente aussi. Et on oriente, vous voyez, ce sont des jeunes qui ont énormément de questions parce qu'ils ont l'impression d'être laissés au bord de la route, qu'on n'a pas entendu, surtout après la pandémie, après cette hibernation, isolement. Ils sortent de leur maison souvent dans quel état? Et je peux vous dire que au niveau de la psychiatrie et des problèmes psychologiques, il y en a des tas. Donc la région les aide aussi à ce niveau par un pass consultation psychologique. Donc ça, c'est une chose, c'est important. Mais mon cœur de métier, je vous le disais tout à l'heure, c'est d'être aussi directrice d'un institut de formation. Et je me pose la question, vous savez, tous ces candidats qui arrivent avec plein d'idées, ils sont heureux, ils veulent arriver, ils veulent accéder à une profession de santé. Et bing, après 6 mois, 3 mois, ils s'en vont, ils fuient, ils délaissent. Alors moi, écoutez, vraiment, je suis malheureuse. J'ai regardé tous les problèmes qu'il y avait dans l'institut. Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était pas adapté? Est-ce que c'est Parcoursup? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Effectivement, les rêves se sont cassés la figure après 6 mois. Et les rêves de ces étudiants, pourquoi? Alors j'ai interrogé. Et ils veulent pas me dire. Ils veulent pas me dire, madame, ils me disent, on va pas vous dire pourquoi on est déçu. On va pas vous dire pourquoi on se tire. Ah, j'ai dit, dites-moi que c'est mal payé, dites-moi que vous êtes pas, parce que ils se tirent quand même qu'après les premiers stages, hein. Tant que c'est de la théorie à l'institut, ça leur va. Ils ont l'impression d'être médecins. Si vous saviez les caducées pour leur voiture, je pourrais les vendre 30 €, qui les achèteraient. Donc, vous voyez, il y a une image. Mais quand ils se rendent compte de la réalité, qu'est-ce qui se passe?
J'interroge. Alors maintenant, je fais le tour des établissements. Pourquoi l'attractivité des soignants n'existe plus? Alors, vous savez, on est loin des séries télévisées, du docteur Benton, de la clinique des, je sais plus quoi, de la Forêt Noire, où les infirmières sont magnifiques et le médecin est là, avec le stéto autour du cou, qui est un tombeur en plus. Donc, vous voyez, non, on est loin. Alors, la réalité, j'ai beau interroger, maintenant je comprends. Je comprends que dans les stages, les étudiants ne sont pas déjà assez encadrés, que quand ils arrivent avec leur diplôme en poche, ils se retrouvent devant une multitude de patients, du travail, ils savent plus comment faire, l'organisation est peut-être pas, je sais pas, écoutez, tout est fait. Parce qu'avec le Ségur, avec l'augmentation du salaire, ça suffit pas, parce que vraiment c'est peu. Ils n'ont pas de week-end, ils travaillent la nuit, mais ça, ils le savaient au départ. Alors voilà, alors j'essaie de les intéresser, j'essaie de leur montrer qu'ailleurs, c'est encore pire. Mais bon, ça suffit pas. Ça suffit pas. Alors si vous pouvez m'aider par rapport et prendre la santé publique comme un enjeu dans l'information, dans l'enseignement, que ce soit des infirmières, des médecins, etc. Écoutez, ça m'intéresse. Je vous remercie parce que je suis vraiment dedans, je suis vraiment dans le questionnement. Merci. Merci, Madame Chambon. Pascal Auquier. Merci Zéna. Pour clarifier les choses, j'interviens bien en tant qu'enseignant et chercheur en santé publique et médecin, et non pas en tant que président du CRES, ce que vous avez dit. Non, mais vous pouvez. Non, mais je préfère... Je suis ravi d'être le président du CRES, mais... Je pense que c'est plus, en l'occurrence, plus pertinent d'intervenir sur le deuxième niveau, ce qui me laissera plus libre d'un certain nombre de propos. Alors, j'allais dans des commentaires, mais aussi dans des interrogations à Franck. Par nature, un enseignant-chercheur, ça a une responsabilité. Finalement, quelques-uns sont dans ce cas-là dans la salle, et finalement on n'est jamais que payé par la société, donc on a une responsabilité d'information, et on peut penser que c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on nous demande. Alors, sur le rapport, il y a par nature énormément de choses que je peux que partager. On en a déjà parlé très antérieurement avec Franck, on vient du même milieu, les éléments sont les bons. Dans les éléments qui sont extrêmement structurants dans le rapport, ce sont les éléments d'analyse sur le... Alors, c'est dit de façon beaucoup plus polie, beaucoup plus consensuelle, et comme je ne suis pas très bien élevé et peu diplomatique, mais formellement, la santé publique en France, elle est totalement... C'est pas qu'elle est désorganisée, elle n'est pas organisée, ou peu, et elle n'a aucune espèce de stratégie. Et c'est quand même le fond de la question. Et elle amène vraiment à un questionnement à la fin qui apparaît. Et justement, la crainte était que cet élément soit pas abordé par timidité, par retrait, par crainte fondamentalement. Dès lors que l'on a une stratégie, il faut être en mesure de la financer. Et un élément pour moi extrêmement structurant du rapport est vraiment autour de l'identification d'un budget clair et spécifique autour de la problématique ou des problématiques de santé publique. Ce qui ne veut pas dire que ce budget, il ne porte que sur l'assurance maladie. Or ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important à discuter à l'avenir, et c'est un discours
Enfin, c'est un discours dont doivent s'emparer les politiques et comment relayer en fait cet élément-là. Je pense que les choses sont pas simples. Après, il y a deux autres points qui sont extrêmement importants et qui permettent de décliner les propositions, et notamment les propositions en termes de structuration, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont structurants et qu'on peut que partager. Il y a un élément qui est le premier élément, qui est le constat des inégalités sociales de santé, et qu'on ne peut pas partager, qu'on ne peut que partager, et qui est assez c'est heurtant, c'est agaçant, et en fait les inégalités fondamentalement, qu'elles soient et sociales et territoriales, elles sont quand même d'ailleurs ce qu'il y a de plus préoccupant est quand même l'inégalité sociale que territoriale, fondamentalement. Elles ne remettent pas en cause fondamentalement un élément qui est celui de ce que tu évoques, Franck, de l'opposition ou d'un choix entre l'équité et l'égalité. C'est pas contraire, en fait, fondamentalement, si on y réfléchit. Par contre, il y a un point sur lequel on peut discuter, je trouve que ce qui est dans le rapport autour de la réflexion sur équité versus égalité a du sens, c'est quelque chose qui peut être partagé et qui décline clairement en fait la proposition autour, puisqu'il y a des objectifs prioritaires qui sont notamment le deuxième objectif. Enfin, il y a un, réduisons des inégalités. Deuxièmement, fixons-nous un objectif de vie en bonne santé. On peut être d'accord. En fait, de toute façon, si on demande à la salle, est-ce que vous voulez augmenter l'espérance de vie en bonne santé, je vois mal quelqu'un se lever en disant ah bah non, je suis contre. Fondamentalement, je trouve ça pas bien. Bien sûr que tout le monde est d'accord. Mais il est effectivement extrêmement sous-tendu par ce principe-là, sauf qu'il pose le problème d'un choix social et d'un choix politique, c'est-à-dire que il faut aussi que ça peut être une proposition, mais il me semble que c'est important de dire, au final, c'est un choix qui revient, en fait, qui doit revenir dans le débat social et qui doit être porté par les politiques. Car il a il a nécessairement, il contraint des choix. Et l'exemple est bien choisi, l'exemple de dire il y a une disparité d'espérance de vie en bonne santé entre la France et la Suède. Oui, pour le coup, il y a une vraie différence de vie. Après, on peut aller poser techniquement la question, quel est le traitement de l'enfant polyhandicapé en France et le traitement de l'enfant polyhandicapé en Suède, qui n'est pas le même. Et donc, qui amène à des vrais choix de société. Et donc, qu'un milieu cultivé comprenne ce que veut dire équité versus égalité ne pose pas de problème. Mais je pense qu'il y a aussi de la responsabilité de mettre, en fait, dans le débat public, en fait, les tenants et les aboutissants de cette discussion et du sens qu'il a. Et donc, ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut peut-être probablement relayer de façon plus claire. Je ne suis pas absolument convaincu que tout le monde partage ce point de vue, en fait. Et donc, on pourrait être amené à faire... Enfin, je ne sais pas ce que tu peux en penser, ou... voilà, c'est non pas un des dangers, c'est en tout cas pas un reproche, mais c'est éventuellement un des dangers d'une incompréhension de ce qu'il peut y avoir derrière. Merci. Je serais frustrée si je ne prenais pas part au débat. Donc, permettez-moi de rajouter aussi ma contribution à la réaction au rapport. Je voulais simplement déjà réagir à un point évoqué par Franck Chauvin tout à l'heure, qui est la perte de la confiance dans la parole scientifique des habitants. Et vous rappelez que cet après-midi, nous aurons l'intervention de Gilles Pialou, qui est en même temps journaliste et médecin anesthésiste réanimateur. Vous l'avez beaucoup vu sur les plateaux télévision pendant la crise, qui interviendra tout à l'heure à distance sur ce sujet précisément du poids des médias contrebalancé par la parole scientifique ou inversement. Je voulais, concernant le rapport de Franck, je voulais d'abord dire que moi je me réjouis de l'intérêt manifesté par un ministre de la Santé publique vis-à-vis de l'évolution de la santé publique, et je me réjouis également que cette charge a été confiée à Franck Chauvin, dont on connaît l'attachement personnel dans ses multiples fonctions, et notamment en tant qu'ancien président du Haut Conseil de la santé publique,
Donc, on ne peut qu'avoir confiance dans ce qui a été produit et dans les débats que ce qui a été produit va générer. Alors, ma réaction également au rapport, il y a quand même 3 points qui me semblent à moi essentiels. C'est bien sûr l'équité qui a été évoquée par la plupart des personnes qui sont intervenues et ce principe de l'universalisme proportionné qui devrait être dans l'esprit de tous les politiques et tous les responsables. Ça doit être une ligne de conduite que d'assurer cet universalisme proportionné, c'est-à-dire des mesures universelles pour tous, mais adaptées et renforcées pour certains. Ça permet de consolider quand même déjà le repérage des besoins et des populations les plus à risque. Le deuxième point essentiel, c'est la territorialisation. Ça se déploie en France, mais de manière relativement désordonnée, puisque effectivement tout se construit, mais rien ne se déconstruit. Et aux ateliers santé-ville évoqués par Michel Rubirola, mis en place en 2000, donc depuis 22 ans, se sont rajoutés les contrats locaux de santé, les contrats locaux de santé mentale, les PTSM, les CPTS, les DAC, etc. Tout est fait pour rendre le paysage confus et ne pas donner envie de construire de manière méthodique et de participer à la construction. Et enfin, je voulais saluer l'audace de Franck et du groupe de travail qui l'a accompagné sur l'évolution des structures de santé publique. Là, on est sur un chantier lourd, déstabilisant. La résistance au changement va se manifester, mais si on veut avancer, il ne faudra pas qu'on se retrouve dans 10 ans dans cet hémicycle à reconsidérer une organisation extrêmement clairsemée, dissociée, et j'espère que nous nous donnerons les moyens d'aller dans ce grand chantier qui est proposé. Merci Franck, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, une réaction rapide, je ne veux pas prolonger trop, etc. Mais sur le rôle des collectivités territoriales, madame, vous avez effectivement pointé les difficultés des collectivités territoriales et des problèmes face aux problématiques de santé. Moi, j'ai une conviction. Et on l'avait dans le groupe, quand je dis je, bien sûr, c'est pas mon point de vue personnel qui a un intérêt, mais c'est une réflexion collective après avoir auditionné les uns les autres. Une conviction, c'est que les collectivités territoriales sont au centre de la santé des citoyens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont en fait tous les leviers sur les déterminants de la santé. Et il faut que nous, professionnels de santé publique, nous allions expliquer aux responsables des collectivités territoriales qu'ils ont en fait tous les leviers pour faire une politique favorable à la santé. Chose non seulement qu'ils ne connaissent pas, mais en plus dont ils se défendent en disant « nous n'avons pas les compétences ». Alors, on a beaucoup discuté dans le groupe de travail de cette mission pour savoir s'il fallait proposer une modification des compétences. Et en fait, non, il y a une clause de compétence générale qui permet à une collectivité territoriale de s'emparer des problématiques de santé. Une collectivité territoriale qui veut intervenir dans les écoles primaires, elle peut, puisqu'elle en a la responsabilité, elle peut intervenir sur les espaces verts, elle peut intervenir sur l'environnement, elle peut intervenir sur les transports, elle peut et elle intervient sur le logement, qui sont autant de déterminants de la santé. Donc, en fait, les collectivités territoriales ont une responsabilité parce qu'elles ont en main tous les déterminants, quelles que soient leurs compétences exprimées dans la loi, même si probablement la modification des compétences simplifierait l'investissement des collectivités territoriales. Mais moi, ce que je remarque, parce que je plaide pour ça depuis assez longtemps, c'est le changement qu'il y a depuis cette crise de responsables de collectivités territoriales, qu'il s'agisse de conseillers régionaux ou de responsables de métropole notamment. C'est ce qui me frappe le plus en ce moment. Qui disent « ça y est, j'ai compris ce que tu voulais dire quand tu venais essayer de nous convaincre, j'ai compris enfin que effectivement ma politique du logement intervenait sur la santé, etc. » Et il me semble que ce point-là est extrêmement important. Il faut qu'on arrive à convaincre les collectivités territoriales de l'intérêt de faire de la santé publique ce qu'elles ont toujours fait, en fait, dans l'histoire. Si Patrick Zilberman faisait l'histoire des relations entre les villes et la santé publique, on s'apercevrait que les villes se sont toujours occupées de la santé publique, depuis les Grecs, au moins sur le concept, aux Romains et au Moyen-Âge, etc. Donc,
Voilà, ce point-là me semble extrêmement important, mais c'est notre rôle à nous, professionnels de santé publique, que d'aller quasiment démarcher les élus et de les convaincre de l'intérêt d'organiser une santé publique territoriale et qu'ils y contribuent. Un autre point, après, vous avez parlé, madame, de l'inégalité d'accès aux soins, parce que c'est ce qui revient en ce moment, etc. Mais elle n'est rien par rapport à l'inégalité d'accès à la prévention. Ça ne pèse rien par rapport à l'inégalité d'accès à la prévention. Si vous regardez le taux de fumeurs, le taux de consommation d'alcool, l'obésité infantile, etc., elle est socialement déterminée. Elle a un impact majeur sur la santé, l'espérance de vie, les maladies chroniques, etc. Et en fait, cette inégalité est bien plus criante. Et si vous rapportez l'état de santé aux indices de défavorisation sociale, vous verrez à quel point ce n'est pas le système de soins qui est en cause, mais le système de santé, c'est-à-dire le système de prévention et d'action sur les déterminants. Dernier point, enfin, ou avant-dernier point sur discussion, équité, égalité. Moi, je crois que c'est une révolution culturelle qu'il faut qu'on fasse tous, parce que, en fait, la particularité des inégalités, c'est que les classes qui en profitent, si je fais pas de politique, hein, j'essaye d'être très prudent dans ce que je dis, en fait, s'habituent aux inégalités. Et en fait, on s'est habitué aux inégalités. Le Haut Conseil de la santé publique a pointé le problème des inégalités de santé il y a maintenant une vingtaine d'années, et il a fallu 20 ans pour que ce problème émerge et qu'on se dise « Ah bah oui, il faut le résoudre ». Et si on regarde en Angleterre, Michael Marmot continue à se démener pour essayer de convaincre de l'intérêt de lutter contre les inégalités sociales de santé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a aussi un intérêt, pas simplement éthique, mais on a un intérêt social et un intérêt économique. Pour un pays, rien n'est plus précieux que d'avoir une population en bonne santé. Rien n'est plus précieux, que ce soit au niveau industriel, au niveau culturel, etc. Tout le monde a intérêt à avoir une population en bonne santé. Et donc, il me semble qu'on pourrait se fixer cet objectif commun d'une population en bonne santé. Ce qui a, comme le dit Pascal, des implications politiques, bien évidemment. Ce sont des choix politiques à faire. Eh bien, il faut assumer soit de les faire, soit de ne pas les faire. Et c'est forcément un débat qui doit être partagé avec la population. Je partage ton avis. Après, sur les évolutions des structures de santé publique que pointait Zeyna, moi, à mon avis, on a quand même cette réflexion à engager tous, et notamment, à mon avis, encore plus au niveau territorial, parce que la dissémination sous forme d'associations qui ont chacune leur logique, mais qui ne veulent pas rentrer sur des objectifs communs, partagés, tout ça financé avec de l'argent public, etc., à mon avis, pose question. Et si on ne le fait pas nous-mêmes, quelqu'un le fera à notre place. Donc, un jour. Donc, à mon avis, cette réflexion, il faut qu'on l'engage dans chacun des territoires, parce que je ne pense pas que la réponse puisse être généraliste. D'ailleurs, on ne peut pas, à coup de loi, résoudre ce problème-là. Chaque territoire, pour bien faire, devrait trouver la meilleure solution, de mon point de vue. Merci. Est-ce qu'en tribune, quelqu'un voudrait réagir avant qu'on passe la parole à la salle? Michel Rubirola. Bon, je réagis à vos propos sur ce que vous avez dit sur les collectivités territoriales. Bon, vous ne devez pas être sans douter quand même que le service de santé publique de la ville de Marseille, depuis longtemps, même avant nous, a été toujours pionnier dans la santé publique, puisque c'est quand même eux qui ont mis en place en premier une politique de réduction des risques, avec sous la nature de Jean-François Mattei comme adjoint à la santé. Donc c'est vrai qu'on a toujours été volontariste et on l'est encore plus. Bon, après ça a un petit peu décliné, maintenant ça reprend. Comme je vous ai dit, le manque de moyens est criant, et ça je vous le redis, donc on a vraiment besoin que l'État s'engage fortement au niveau des collectivités territoriales. Bon, ça je vous l'ai dit. Quand vous parlez d'objectifs de vie en bonne santé, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il faut passer d'une logique de soins à une logique de santé. Et quand on voit ce qui influence la santé de la population,
Les problèmes de santé, ce qu'on appelle la bioclinique, n'influencent que de 5%. 55% ce sont les conditions de vie, 25% l'environnement et 15% l'organisation des soins. Là, je sors, c'est pour ça que j'y arrivé un peu en retard, quand vous dites qu'on a tout en main pour lutter, pour prendre en compte les déterminants de santé. Je sors d'une réunion sur urbanisme et santé. Parce que bien sûr, la crise Covid l'a bien montré, on n'a pas supporté et réagi à la crise Covid dans des logements étroits, surpeuplés, dans des grandes tours, sans espace vert, sans magasins de proximité, que dans les autres quartiers favorisés de Marseille, enfin on va dire les quartiers qui étaient équipés, on va dire normalement, en services publics, en espace de proximité, parce que quand toutes les salles de sport et les jardins sont fermés, la rue reste ouverte et la rue n'est pas identique dans tous les quartiers de Marseille. Il faut savoir que quand on veut travailler sur urbanisme et santé, on travaille sur le plan local d'aménagement urbain. Il n'y a pas de règles, c'est-à-dire que si on applique les règles de santé, les recommandations, quand il y a des voies de zone 3 comme les autoroutes ou les grands axes, comme le cours Lyoto tout simplement, tu connais bien Zéna, il ne faudrait pas qu'il y ait de logement à moins de 100 mètres à cause du bruit, parce qu'on ne va pas parler de pollution de l'air, mais ne serait-ce qu'à cause du bruit, où les normes ont quand même été établies. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire, c'est-à-dire on ne peut pas habiter dans Marseille, parce qu'il y a du bruit partout. On ne va pas parler de la pollution de l'air parce qu'il n'y a pas encore des normes véritablement établies, puisque les normes réglementaires ne sont pas en lien avec les normes OMS qui sont beaucoup plus sévères et ils ont tendance à travailler là-dessus. Donc oui, c'est vrai qu'on veut faire des choses, mais c'est pas seul qu'on peut faire les choses. Le plan local, ça passe par un réaménagement du trafic, des transports en commun, des parkings, et c'est vraiment un gros travail qu'on doit faire avec la métropole. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Sinon, c'est vrai que la ville toute seule ne pourra pas agir sur les déterminants de santé. C'est vrai que pour nous, la prévention et la promotion de la santé, c'est quelque chose de majeur pour permettre comme en Suède, à ce que 77% de la population de Marseille, j'aimerais qu'on soit plus, à l'âge de 65 ans, soit en bonne santé. Je souhaiterais que nous prenions acte ici, ensemble, face aux personnes qui représentent l'ARS aujourd'hui, sur la nécessité d'intégrer dans le prochain PRS qui va être publié en 2023-2024, la formation des élus, quitte à la rendre obligatoire au moment de la prise de fonction, puisque n'oublions pas que les élus sont en responsabilité de notre santé collective. Et il me semble qu'un petit paragraphe introductif dans le PRS serait très important à ce niveau-là. Merci de me donner la parole, merci de m'avoir invitée. Patricia Granet, je suis maire de Digne-les-Bains, je suis présidente de Provence-Alpes Agglomération et j'ai aussi le gros défaut d'être médecin, donc un peu formée. Donc je vais livrer mon expérience telle que. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur pour avoir été impliqué dans la lutte contre le VIH depuis des années. Nous avons abordé la Covid-19 sans tirer les leçons de la pandémie du VIH. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, alors qu'il y avait des tas de choses très bien à puiser là-dedans. Bon, ça, c'est une anecdote au passage qui n'en est pas une, mais qui est importante. Moi, je voudrais dire aujourd'hui que on ne peut pas tout mettre sur le rôle des collectivités territoriales. Voilà. Je pense que l'État a une responsabilité déjà à prendre aujourd'hui, avant tout. Voilà. C'est à lui de définir les choses. Et c'est à lui, avec nous, les collectivités territoriales, de décliner sur les territoires ce qu'on fait. On sera tout à fait partant. Michèle Rubirola est tout à fait partante. Je suis tout à fait partante. Aujourd'hui, je déploie, moi, sur mon territoire, j'en parlerai cet après-midi, des actions, mais des actions que je fais avec mes petits moyens. Voilà. Et j'attends que l'État, aujourd'hui, donne le pouvoir à l'ARS d'avoir une véritable capacité d'ingénierie territoriale. Et nous serons un acteur de cette ingénierie territoriale. Conseil territorial de santé, j'en suis présidente sur le département. J'ai plus envie d'en faire partie parce que c'est une espèce d'usine à gaz sur laquelle nous n'aboutissons à rien. Et nous n'avons pas les moyens d'aboutir à rien. On vous enlève simplement la secrétaire, on vous dit, mais pour l'instant, on ne peut plus vous en donner, débrouillez-vous. Voilà, c'est notre vraie vie. Et puis, le médecin que je suis vous dit aujourd'hui, notre système de santé, dans sa globalité, est à bout de souffle. On ne sait plus ce que c'est que le care, on ne sait plus ce que c'est que de mettre le patient au centre du dispositif. Aujourd'hui, quand un patient sur notre territoire français n'a pas accès à son médecin,
ou n'a pas accès à un service d'urgence, ces services d'urgence débordés, on l'a vu tout l'été, ces services d'urgence qui ont fermé, comment pouvons-nous raisonnablement développer toute cette prévention? La prévention et le soin, aujourd'hui, il faut qu'on les mène de front, il faut qu'on réorganise, qu'on ait le courage de prendre des décisions, d'imposer aux médecins de reprendre des gardes si il le faut, qu'on ait le courage de réorganiser ce système de santé avec des moyens très simples, très faciles, en liant la prévention et le soin. Enfin, moi, c'est l'expérience que je vis au quotidien. Pourquoi vos étudiants, Madame Chambon, ne veulent plus continuer? Mais c'est pas possible. Les soignants quittent l'hôpital. On n'a jamais réussi à faire le lien entre la ville et l'hôpital. Enfin bon, je témoigne tel que, parce que c'est mon vécu, et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir cet après-midi. Mais en fait, dans tout ce qui est dit là, tout est intéressant. Mais ayons aujourd'hui en France le courage, à travers tout ça, de mettre tout à plat et de se dire, voilà, on a tous les outils. Comment on reconstruit? Comment on va passer? L'Agence régionale de santé nous dit bien qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est en 2050 où nous retrouverons une démographie médicale correcte. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 20 ans? Je vous remercie.